Hello. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. J'ai filmé des trucs et puis ça m'allait pas, du coup j'ai laissé tomber. Et là je reviens pour de vrai, pour de bon. Je suis là. Disclaimer 3. Disclaimer. Premier disclaimer, c'est le bordel un peu parce que je pars au Royaume-Uni et j'ai sorti plein de trucs pour faire ma valise, du coup c'est un peu le bordel. Disclaimer 2, je me suis teint les cheveux tout à l'heure, du coup si vous voyez des taches de teinture sur mon corps, voilà, c'est normal. Disclaimer 3, je suis fatiguée, voilà, donc j'ai les cernes jusqu'à là, mais bon, il faut le faire, il faut le faire. Alors, cette vidéo, ce sera mes coups de cœur absolus, les trucs que j'aurais jamais dû acheter de la première moitié de l'année. Je dis la première moitié de l'année, mais officiellement ça s'arrête au 21 juin. Parce que, premièrement, ensuite je ferai la version de l'été et ça commence à ce moment-là l'été. Et aussi parce que je m'en vais mardi. Là on est vendredi, je sais pas quand est-ce que je posterai. Peut-être mardi du coup. Bref, je m'en vais mardi et du coup, je voulais l'avoir fait avant de partir pour repartir sur des bases cool. Et en plus, ma valise va être immense, j'aurai pas vraiment de livres. Enfin, je prendrai ma Kindle, mais. La lumière qui change, oui, c'est l'été. Avant-hier, il faisait 32 degrés, aujourd'hui, il en fait 25, il fait moche. Oh oui, regardez cette magnifique tasse du Stade Toulousain, champion de France, les gars. Champion de France. Je vais prendre mon téléphone. Je vais ouvrir Goodreads, n'est-ce pas? Parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Goodreads. Et je vais commencer par le début. Alors j'ai pas lu beaucoup en début d'année parce que j'ai eu... Je vais mettre à jour. Bon, pendant ce temps je parle, c'est pas grave. J'avais pas lu beaucoup en début d'année, genre je me suis vraiment sortie les doigts à partir de mars. Parce qu'avant ça c'était il y avait les examens de janvier, puis il faisait moche et tout. J'ai pas envie de lire quoi, ça m'a donné pas trop envie. Du coup j'ai un peu procrastiné la lecture, n'est-ce pas? Mon challenge Goodreads, il est de 42 livres je crois que j'ai choisi cette année. J'en suis à 16 il me semble. Je vais vous dire ça quand la mise à jour se sera installée, voilà c'est fait. Donc j'ai lu beaucoup là sur la période avril-juin, où parfois c'était un par semaine, où je me disais oh j'ai encore lu bien, oh oui. Voilà, et du coup les techniques que j'ai développées pour lire plus, un peu, les techniques que j'ai un peu développées pour lire plus, il fait nuit quoi. La ring light et l'ordinateur ne suffisent pas. Ah, donc je disais, pour la troisième fois, je vais redire cette phrase, les techniques que j'ai un peu développées pour lire un peu plus, c'est d'alterner finalement. Parce que quand je suis là, j'ai envie de lire un roman, et ben c'est pas grave, sort un comique. Et lisant, et ben ça marche. Ça marche. Alors... Et j'ai aussi découvert que si je lisais les livres que je venais d'acheter, et ben je lisais beaucoup plus vite et j'avais beaucoup plus envie de les lire que si je laisse un livre dans ma pile à lire pendant des mois. Alors, donc je disais, mon défi de lecture est rempli à 35%. Donc j'ai mis 45 livres. Ah oui, donc au début de l'année, je voyais quand même très large, mais je m'étais dit que j'allais peut-être lire des livres un peu plus académiques, ce qui n'a pas été le cas. Et j'en ai lu 16 donc. Ah oui, j'ai oublié un disclaimer, donc il y en a 4. Si vous entendez le chien faire du bruit, outre aboiement, je suis désolée, mais elle en fait parfois tellement que je peux pas tout couper en fait. Voilà. Donc, je commence par une relecture. C'est le moment où j'aurais dû faire une pile en fait et les sortir les uns après les autres. Et ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas fait, donc je vais devoir enlever toutes les photos qu'il y a dans mes livres. Rendez-vous dans 2 minutes. Ouais. Alors, je commence par des relectures que j'ai faites de choses que j'avais lues il y a entre la 5e et la terminale, voilà. Alors, j'ai d'abord relu La Vénus d'Île de Prosper Mérimée. Et ben c'est toujours aussi bien en fait. Qui le crut? J'avais des bons goûts en 5e. Voilà, déjà c'est une nouvelle, donc c'est court. Donc même si on paye 3 €, et ben on en a pour son argent. Faut le savoir, ça se lit vraiment en 1h30. J'ai dû lire en 1h30 je pense, l'intégralité.
Ce que j'aime vraiment, c'est l'aspect... Alors oui, c'est la base du fantastique, mais l'aspect réel est vraiment très bien fait. C'est-à-dire que historiquement ou géographiquement, c'est impeccable. Ensuite, j'adore la statue. Je l'aime trop. Je l'aime beaucoup. Je la crains un petit peu. C'est vraiment l'impression qu'elle nous donne en fait. Et j'adore ce... J'aime trop cette dualité dans les sentiments qu'on a pour la statue. C'est vraiment... Elle est fascinante. Elle fait flipper. J'adore. Je dis beaucoup trop de fois j'adore là. Et j'aime bien aussi le fait que chaque personnage en fait il soit développé d'une manière un peu... Bah parfois c'est un peu ridicule quoi. Mais chaque personnage a une personnalité propre et bah, ils sont quand même quelques-uns dans si peu de pages hein. Et voilà, c'est un plus. J'adore les nouvelles. Surtout les nouvelles fantastiques. J'en ai quelques-unes que je dois lire encore. Ah, le soleil a tourné, youpi. Et j'aimerais bien. J'espère qu'elles seront aussi bien que celle-ci. Bon, je pense que j'ai commencé. Enfin, j'ai commencé. Non, c'est une valeur sûre. Donc, si vous aimez, si vous en avez jamais lu, si vous n'avez jamais lu celle-là même, ou alors si vous, comme moi, vous l'avez lu il y a genre 15 ans, enfin un peu moins quand même, ben relisez-le. Ensuite, j'ai fait une relecture de Carmilla de Sheridan Le Fanu. Je l'ai fait... C'est une relecture donc, mais c'est la première fois que je le lis en français en fait. Et je l'ai lu pour mon anniversaire. Il est dans ma collection Vampire parce que j'ai changé les... J'ai rangé un peu différemment certaines choses. Et j'ai donc fait une étagère Vampire. Elle était là, elle m'a regardée, elle m'a dit hey, c'est le Pride Month, est-ce que tu peux me lire s'il te plaît? Je l'ai ok. Oui, nous discutons. Alors, qu'est-ce que j'aime là-dedans? J'adore le fait que... j'aime beaucoup le fait que c'est comme un journal intime de Laura en fait. C'est intéressant, c'est donc son point de vue à elle sur tout ce qui s'est passé. J'aime beaucoup les métaphores de la séduction dedans quand même. Bon, parce qu'on est en 1871, hein, c'est pas Entretien avec un vampire. Et je vous rappelle qu'il y a plein de gens qui sont passés à côté du sous-texte gay quand même dans Entretien avec un vampire. Ah, bref. C'est aussi ultra rapide à lire d'ailleurs. Et en plus de ça, il y a plein de mystères finalement qui restent irrésolus à la fin de l'histoire. Désolée, je dirais pas lesquels hein, du coup, mais je vous spoil un peu. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Et c'est intéressant. Il y en a un peu pareil là-dedans. Et c'est vraiment... bah j'aime bien. Je pense quand même que c'est un must-read du genre vampirique. Hein, bah du coup avec Dracula et puis avec tout le truc d'Anne Rice, c'est vraiment ce qui définit la littérature des vampires. On parle pas de Twilight, ok? Je rajouterai seulement... Alors cette review n'avait aucun sens. Je rajouterai seulement que si vous attendez à vraiment un truc queer à mort, ne le lisez pas, vous allez être déçus. Ou alors lisez-le mais en vous attendant pas à la web série quoi. On est d'accord? Ça reste quand même la fin du 19e siècle, c'est pas 2023 quoi. Et même 2023 on est loin sur certaines choses, enfin bref. Mais voilà, c'est pour ça qu'en fait, de base j'allais faire une sélection Pride Month. Mais j'ai pas eu le temps de tout lire ce que je voulais dire, donc ça m'a énervé. Et j'allais le mettre dedans et je me suis dit, est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme la littérature moi des fiertés? Parce que je veux dire, Carmilla est canoniquement saphique. Laura, on peut pas sûr, mais il se passe pas... C'est pas une histoire d'amour incroyable entre les deux quoi. Donc finalement je me suis dit que j'allais pas le faire avant de faire n'importe quoi. Mais lisez-le quand même si vous aimez bien les meufs. Quand même. Sachant que derrière il y a toute une critique qui a été faite sur le fait que on n'est pas sur la meilleure représentation lesbienne de l'histoire. Et je suis d'accord, mais bon, faut le lire tout en se disant que aujourd'hui on l'aurait fait autrement et tant mieux. Voilà. J'ai lu Serpent and Dove.
J'ai pris la collection, l'édition J'ai lu évidemment. Alors premièrement parce que la réputation de De Saxus les précède, n'est-ce pas? Et je me suis dit, quitte à attendre encore des mois et des mois avant d'avoir le tome 2, prends un tome qui a une traduction correcte. Est-ce que... Non, c'est pas celui-là que j'ai lu où je me suis dit, il y a quand même des problèmes de traduction, des phrases qui ne veulent rien dire, des tournures de phrases qui ont été traduites, mais mot à mot presque, alors que ça ne veut rien dire. Parce que oui, j'ai des cours de traduction, donc je pense pouvoir un petit peu quand même donner mon avis sur la traduction de certains livres. C'est dans Lake's Edge, le manoir de Lake's Edge, où parfois je me suis dit, mais c'est quoi ça? Ça veut rien dire, bordel, mais vous êtes payé pour faire ça? Enfin voilà. Désolée pour la personne qui l'a traduite si elle me voit ça, mais franchement, il y a des choses qui m'ont fait dire... Qu'est-ce? Bon, bref. Donc j'ai pris la version J'ai lu. Et aussi parce que c'était moins cher. Voilà, c'est ça l'autre chose que je voulais dire. La couverture est trop belle. On va pas le voir. Voilà, elle brille. Ça c'est en relief un peu. Voilà, j'adore. Liste des choses que j'adore. Premièrement, le personnage de Coco. Bon, c'est pas un personnage vraiment principal, mais je l'aime trop. Voilà, elle était 10 lignes et je me suis dit... Est-ce que je veux être avec Coco ou est-ce que je veux être Coco? Et dans ce moment-là, ça c'est un bon signe. Ça veut dire que déjà, ça me plaît. Mais en plus de ça, j'aime beaucoup le côté, et ça je le fais aussi dans un roman qui me paraîtra probablement jamais, mais j'adore le fait qu'on transpose quasiment tout le dogme de la religion chrétienne catholique dans un univers fictif, parce qu'en fait ça se passe pas genre dans un pays normal, hein. Enfin, un pays normal, un pays réel, c'est dans un monde imaginaire, mais on a transposé le dogme catholique chrétien dedans et je trouve ça trop bien. Voilà, sachez-le, ça me plaît beaucoup. Est-ce que j'ai un catholique guilt? Peut-être. Je trouvais que la romance elle tenait bien, notamment parce qu'on a le point de vue des deux personnages principaux, donc de Louise et de Reed. Donc j'ai trouvé ça cool. Souvent je lis les reviews sur Goodreads ou sur Booknote et je me dis, est-ce qu'on a lu le même livre? Parce que je pense, il me semble bien d'avoir lu des reviews sur une des deux plateformes qui disaient mais la romance ne tient pas la route, voyons. Comment est-ce qu'un chasseur il peut remettre toute sa vie en question comme ça par... T'as lu le livre? J'ai vraiment... Peut-être que parfois, le côté homme chaste et meuf vulgaire, c'était peut-être un peu trop. Parce que en soi, après, on rentre plus dans le cliché. Enfin, utiliser les clichés, c'est bien, mais parfois, franchement, là, c'était trop. Et je me disais, ouais. Mais pourquoi donc? Il y a certaines choses... Alors, il y a des plot twists du type enfant caché dans tout le truc. Et au bout d'un moment, en fait, on comprend tout. Hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin... Enfin, voilà. Mais alors après, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on considère que le fait de deviner certaines choses, c'est mal parce que on va trop au plus simple, ce genre de choses, ou on considère que c'est bien parce que justement, on a réussi à mener son récit assez correctement pour que le lecteur puisse déduire certaines choses. Ça, c'est... à l'appréciation de l'auteur et à l'appréciation du lecteur, quoi. Donc moi ça me dérange pas. En général j'aime bien, je me dis oh j'avais raison. Enfin voilà, donc bon. Voilà, donc j'attends le tome 2, n'est-ce pas? Ça sera pas avant au moins 2024. Mais bon, ça tombe bien, j'ai beaucoup d'autres choses à lire jusqu'à là, donc bon, je m'y replongerai avec plaisir quand même dans ce monde-là. Donc voilà. La suite, j'ai lu Kingdom of the Wicked. J'avais eu gentiment pour mon anniversaire, merci les filles, la trilogie. Et j'avais à peine déballé le colis que j'avais déjà le livre dans la main. Premièrement, le livre est très beau. Deuxièmement, les chapitres... Alors on va pas en voir évidemment. À chaque nouveau chapitre, la page est décorée. C'est très joli. Troisièmement, j'en suis là. Je reviens
d'un très joli voyage de 2 semaines en Sicile. Enfin, je reviens, c'était à 2 mois, 2 mois et demi. Et du coup, quand j'avais lu le résumé qui dit quand même Emilia and her twin sister Victoria are stray gay, witches who live secretly among humans, avoiding notice and persecution, until one night Victoria misses dinner service at the family's renewed Sicilian restaurant. Et du coup, je me suis dit, ah ok, c'est... Alors, mais j'étais complètement à l'ouest, hein. Je me suis dit, ah ok, trop bien, ça va être un truc du genre une famille italo-américaine qui a un restaurant sicilien, quoi. Enfin, je sais pas, une famille basique de New York. Et en fait, ça se passe à Palerme. Du coup, c'est trop bien parce que j'arrivais à m'imaginer les choses pour de vrai. Pour moi, c'était concret, en fait, les rues et les monuments dont elle parle, Emilia. Je disais, je me suis perdue, je n'ai pas dit, mais que ce soit Serpent and Dove ou Kingdom of the Wicked, c'est écrit à la première personne. Donc, s'il y a des gens que ça peut gêner, moi, ça me dérange pas trop. Et je pensais que c'était vraiment dans un cadre contemporain en fait, et non. Alors d'après ce que j'ai lu sur les plateformes de reviews, ça se passerait fin 19e siècle, mais j'en ai aucune idée. Hein. C'est-à-dire qu'au début je m'attendais à ce qu'elle sorte son téléphone et qu'elle mette Google Maps et je suis là. Pourquoi est-ce que tu portes une tunique? Vraiment. Donc bon, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais autant il y a certains autres livres que j'ai lus là, ce début d'année, enfin cette année, cette première moitié d'année, pardon, où je l'ai ouvert, j'ai lu et je me suis dit, ah putain, je m'attendais pas à ça. Et là, je l'ai lu, je me suis dit, oh, mais je m'attendais pas à ça. Donc voilà, c'est... ensuite, j'aimerais adresser... Enfin, répondre à certaines remarques que j'ai vues en ligne et qui m'ont un petit peu agacée. La première disait, oh là là, c'est nous inspiré du 19e siècle italien, mais les meufs elles ont plein de droits, elles font des trucs comme ça, waouh, waouh, waouh. Je la mets. The fuck. C'est une histoire de fantaisie quand même, donc c'est pas grave, je veux dire, elles ont des pouvoirs magiques, mais elles ont pas le droit de vote. Ce serait chelou, enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de mettre toutes les persécutions et les trucs comme ça là-dedans, sous prétexte que, en fait, enfin, je veux dire, ça reste la fantaisie, même si c'est une fantaisie historique, entre guillemets, ou une uchronie, un truc comme ça, on s'en fout. Ils sont pas obligés de tous être racistes, homophobes et compagnie, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, merde, quoi. Je veux dire, je veux voir ça, j'ouvre je rate BFM TV. Mais, enfin, voilà. Et la deuxième critique que j'ai vue concernait le personnage de Wrath, donc qui est un des Malvagi, un des Wicked Ones. Wicked tout simple d'ailleurs, mais ça me perturbe vraiment que cet adjectif soit utilisé comme... Enfin bref. Qui sont censés être genre les démons, enfin genre... c'est... En fait, chaque péché capital a une maison, dans cette maison il y a des gens en enfer, en gros quoi. Et donc ça concernait ce personnage-là qui en vient à aider Emilia dans sa quête, et qui dit... Ah, mais ils arrêtent pas de dire qu'il a plein de pouvoirs et tout, mais on le voit pas faire grand chose, hein, je le vois jamais très méchant ce gars. Et je me suis encore dit, mais bitch, est-ce que t'as lu le livre, vraiment? Parce que, en fait, le point central de ce livre, c'est Emilia qui c'est vraiment... on n'est pas loin du récit initiatique sur ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle apprenne à faire la part de vrai et de faux entre ce que sa grand-mère lui a toujours raconté sur les Malvagi et sur ce qu'ils sont vraiment, en fait. Dans ce que j'ai vraiment très aimé, du coup, c'est vraiment ce récit initiatique de Emilia qui doit apprendre à vivre sans sa sœur, finalement, parce que quand on a vécu 10 ans de sa vie avec une jumelle et que d'un coup elle n'est plus là, et ben on doit apprendre des choses. Et surtout, elle doit démêler vraiment le vrai du faux, vraiment trouver le chemin qui est vrai, en fait, et peut-être arrêter de croire tout ce qu'on lui a raconté et de faire ses propres expériences. Et il fait vraiment nuit là. Elle doit faire ses expériences, elle doit être sa propre sorcière, en fait. Elle doit arrêter de se reposer sur ce qu'on lui a dit et sur ce que en général sa sœur faisait et elle pas trop. Je pense que c'est tout ce que
je peux trop à dire là-dessus. Et du coup, j'ai oublié de dire, quand je disais que c'était vraiment très initiatique, c'est que finalement la romance, elle prend pas une part ultra importante du livre, et c'est ce que j'ai vraiment aimé. On est plus quand même sur de l'amour fraternel avec sa sœur, et tout ce qu'elle en tire en fait, et dans toutes les situations dans lesquelles ça l'emmène, plutôt que du romantisme avec le Malvavisco. Avec le week-end, mon italien est rusty parfois pour ce genre de choses. Là encore, j'ai un peu deviné comment que ça allait se terminer, mais enfin je dirais 3 tomes. Et apparemment j'ai prédeviné un truc qui se passe dans le tome 2 parce que je me suis un peu spoilée sur Goodreads je crois. Donc bon. Ok, dernier roman maintenant. Donc j'ai lu Romanoff. Oh, la couverture est dingue. Elle est trop belle. Et après si on enlève le papier... C'est juste comme ça, mais la tranche est incroyable aussi. Vous lisez dans le bon sens là? Oui. J'ai lu sans le papier parce que je déteste lire avec le papier, ça me perturbe trop. En plus moi j'aime bien ouvrir en grand et tout, donc voilà. Je vais remettre le papier pour la vidéo et aussi pour le ranger après. Alors, ça parle de... C'est vrai que les autres trucs, je vous avais même pas dit de quoi ça parlait, mais bon, je suppose que si les couvertures et genre de trucs ça vous intéresse plus que les résumés. Ça parle donc de Anastasia Romanov. Donc la grande duchesse de Russie avant la révolution russe. Ça parle de la captivité d'Anastasia et de sa famille après la révolution et leur exil forcé, tout ça. Je sais pas comment commencer ça. J'ai une grande passion pour cette partie de l'histoire de la Russie, j'ai 40 000 bouquins chez moi. Donc je connaissais plein de trucs, je connaissais ce qui se passait à Ekaterinbourg. Je connaissais les dates aussi, et quand je voyais la date fatidique avancer, j'étais en mode... Vraiment, je me suis dit, comment ça va se finir, purée? Je suis allée voir ma mère, je dis, c'est le jour de leur mort, il va se passer quoi? Oui, parce que dans l'histoire, ils sont morts quand même. Donc, on a une première partie qui suit, en particulier, Anastasia, son père et sa sœur, et son petit frère, pendant leur exil, leur détention quand même, plutôt plus qu'exil, hein. Et ça fait à peu près, je pense, la bonne moitié, voire un peu plus. C'est vraiment purement... Franchement, on est presque sur un... On dit en français? Presque sur un... On est presque sur un rapport historique. Vraiment, c'est... on rapporte les faits quasiment, je pense, franchement, quasiment tels qu'ils se sont passés. Surtout qu'à la fin... Il y a une note de l'autrice qui dit que genre telle personne elle existait vraiment, machin, tout ça. Donc si on connaît pas, ben on connaît un peu plus. Et la partie 2, la deuxième partie, pas la partie 2 mais la deuxième partie du livre, on est carrément sur une réécriture totale de l'histoire, hein, faut pas se mentir. Donc moi j'avais peur de ça, sachant que c'est l'historien en moi qui parle. Mais déjà quand... J'ai lu qu'en fait ils ont fait la révolution parce que Rasputin était un maître des charmes, on va dire en français. Et je me suis dit, ah ouais, c'est pas tout parce qu'ils avaient faim en fait. Genre vraiment, c'est pas grave. Les communistes en fait, ils n'aiment pas la magie. Ils aiment pas les... C'est pas les riches qu'ils aiment pas, c'est la magie. Qui est cru? Non, enfin c'est un peu simplifié ce que je dis, mais... Donc d'abord j'étais en mode, ah oui, bon... Bon, du coup ça évite de faire... la méchante riche contre les gentils pauvres, d'accord, ok. Ou alors les méchants pauvres qui ont faim contre la gentille duchesse, grande duchesse riche. Bon bref, j'ai compris comment qu'on pouvait... C'était vraiment très facile en fait dans ce genre de récit de tomber dans un manichéisme total. Et du coup je comprends aussi que c'est parce qu'ils avaient besoin d'introduire un élément fantasy dans l'histoire pour pouvoir faire qu'en fait, ben, elle meurt pas quoi. Spoiler alerte. Mais bon, vous vous en doutez bien qu'on ne fait pas un livre entier sur « Ah, est-ce qu'ils vont mourir ?» Sinon, vous avez qu'à lire ça. Donc bon. Ce que j'en ai vraiment pensé, c'est que, surtout sur la partie... Alors, honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit surtout cette partie-là, mais sur la partie récit historique complet, où on est carrément sur... Ça pourrait être le journal qu'elle a laissé dans la maison à Ekaterinbourg, on l'ouvre et on le lit, quoi.
Et ben j'ai trouvé ça trop bien quoi. J'étais là, oh là là, faut que je sache ce qui se passe. Oh là, ils vont tous crever, je le sais, mais alors j'ai envie de savoir comment. C'était vraiment... C'est-à-dire que je mettais les matchs en 5-7 de tennis en fond là, parce que c'était Roland Garros, et j'étais en mode... Et ensuite est venue cette partie où on change totalement. Et j'ai arrêté de lire parce qu'il fallait que j'aille me coucher, mais sinon j'aurais terminé en une journée quoi. Ce qui est bien, vraiment, donc je disais, c'est le travail de reconstitution. Reconstitution, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure, bordel. Le travail de reconstitution historique est incroyable. C'est-à-dire que on a vraiment l'impression d'être avec eux, à Ekaterinbourg, tout le temps. Les moments de drame sont bien tirés. Maintenant, ce que j'ai aussi bien aimé, c'est le fait que finalement elle soit confrontée à ce monde qui ne la veut plus en fait, et qu'elle comprenne. Et qu'elle soit pas... Et elle le fait assez rapidement finalement, c'est qu'elle comprend bien que les gens ils ont rien contre elle-même, sa personne, c'est l'institution tsariste, on va dire, c'est l'empire en fait, qui ne peuvent plus voir, et elle le comprend assez bien finalement, et même si elle décide de continuer à se battre pour la Russie blanche, donc pour la Russie tsariste, et que ce soit... Et surtout, on le voit bien à travers le personnage de son frère en fait, qui, même s'il est tsarevitch, ne veut pas être tsar en fait, parce que il a compris que les gens ils avaient besoin de délire la personne qui voulait comme leader, enfin qu'ils avaient besoin d'être impliqués dans la vie politique du pays, ce qui n'était pas le cas avant. Et je trouvais ça vraiment très bien en fait, parce que j'avais vraiment peur que ça tombe dans le oh, ils nous aiment pas, mais pourquoi, oh là là. Et la fin est ouverte, et honnêtement elle appellerait un tome 2, mais je suis contente que... Je pense qu'elle n'écrira pas de tome 2, l'autrice. Et en fait, ça me satisfait plus que s'il y en avait un deuxième, en fait, parce que bah, j'ai besoin de ça. J'ai pas besoin de savoir ce qui va se passer pour savoir que ça va bien se passer pour eux, en fait. Does that make sense? Voilà, c'est vraiment ce qui m'a convaincue. Et alors maintenant, on va parler de la romance, parce que, évidemment, on ne laisse largement planer l'ombre romantique sur le livre, quoi. Enfin c'est dans le résumé. Et j'ai bien aimé vraiment... J'ai beaucoup aimé le parallèle en fait qui est fait entre la relation d'Anastasia et Zach et celle entre Maria et Ivan, je crois qu'il s'appelle. Et comment ça les liens en fait entre eux quatre se tissent, se détissent. J'ai beaucoup aimé comment la relation d'un couple impacte la relation de l'autre. Et alors oui, peut-être que j'ai vu aussi des gens dire que cette relation sort de nulle part quand même, c'est son geôlier. Enfin c'est un enemies to lovers en situation carcérale quoi, c'est rien de... Et encore que enemies to lovers, je crois que Zach il a jamais vraiment été ennemi. Hein. Parce qu'il est... D'abord on se dit ah il est bizarre, et après il y a toute sa backstory et on peut comprendre, enfin c'est quelqu'un que je le trouve très... C'est un personnage que en fait je crois que c'est mon personnage préféré du truc, parce que du roman, parce qu'il est il est humain en fait, il fait des erreurs, il est extrêmement vulnérable et aussi mais extrêmement loyal en fait. Je me demande est-ce qu'il va y avoir un truc français de ça, est-ce que c'est sorti en français? Parce que je me demanderais bien, enfin, je vais tenter de l'acheter dans toutes les langues que je peux le trouver parce qu'en fait je l'aime trop ce livre. Peut-être que je ferai une vidéo genre où acheter des livres en VO. Peut-être. Alors maintenant il reste deux comics. Je dis toujours à l'arrache. Et ensuite je parlerai de deux livres qui ont vraiment été... Mais je crois qu'à la fin de l'année, si vraiment j'ai encore beaucoup de déceptions, je vais faire mes déceptions de l'année. Parce que... Ah, j'adore quand on me vend du rêve et qu'en fait je lis du cauchemar, vraiment. J'ai lu Zatanna and the House of Secrets. C'est une nouvelle graphique bien évidemment, un roman graphique de chez DC Kids. C'est en VO uniquement, je l'ai reçu à mon anniversaire l'année dernière, donc il était peut-être temps que je le lise quand même.
ça parle de Zatanna, évidemment. Alors, bienvenue dans le fan club de Zatanna en France. Je l'aime trop, et alors c'est galère de trouver des trucs en plus où elle est dedans en VF, à part Justice League Dark, et elle est aussi dans mon Batman de Paul Dini, je crois. Donc bon. Mais sinon, finalement, c'est un personnage qui est là depuis et que finalement qui est quand même oublié beaucoup. Donc j'ai reçu ceci l'année dernière et je l'ai lu. Donc ça raconte, c'est aussi un peu un récit initiatique finalement pour, j'allais dire Zendaya, pour Zatanna. Ce que j'aime beaucoup, c'est premièrement le fait que ça commence un petit peu comme un conte Disney, un film Disney, whatever. J'adore, c'est trop bien. J'aime beaucoup aussi le fait que ce soit plein de valeurs sur l'amitié, contre le harcèlement, ce genre de truc. C'est cool, franchement. Enfin, je pense que ça doit commencer dans les récits pour enfants en fait, pour que on grandisse en se disant ça c'est pas bien, on devrait pas le faire, mais d'une manière un peu plus adulte, on est d'accord. Je mets aussi un point pour le lapin Pocus, il parle, c'est génial. Et en fait, je me rends compte que ce serait une origin story pas mal pour Zatanna en fait, si ça peut être canon comic wise dans les comics durs là. Je l'ai lu, mais je l'ai lu comme si j'avais 8 ou 9 ans et que je découvrais les comics et tout, et j'étais en mode oh là là là, Zatanna, oh Giovanni, oh. Vraiment je la oh non, parce que oh mais elle peut pas mourir. Enfin c'est... J'adore. Vraiment big up pour Pocus. Hein. Je me disais que je pourrais peut-être faire une vidéo aussi où acheter des comics, que ce soit VF ou VO. Pas une mauvaise idée. Et je sais lu Black Magic. Je l'ai reçu à Noël en 2021. Je l'ai reçu il y a quand même très longtemps. Regardez cette couverture qui est trop belle. Donc ça parle de Rowan qui est sorcière et policière. Et du fait que quand les deux se mettent dans sa vie en même temps, il y a un problème quand même. Les planches sont trop belles, vraiment. C'est ma cam, totalement. Le côté surnaturel, le côté enquête policière, tout ça. J'aime trop. Maintenant, oui, je suis en train de regarder X-Files en plus en ce moment de nouveau, donc j'aime trop vraiment. Maintenant, j'ai 2 reproches à faire. Et un reproche qui s'adresse au truc et un autre reproche qui s'adresse à Glénat. C'est vachement court quand même. C'est-à-dire qu'il a l'air épais comme ça, parce que le papier est de qualité. Mais ça se termine très rapidement. J'ai plus l'impression parfois que ce soit un tome 0. Enfin, c'est un peu l'impression que j'ai. Disons que je crois que je l'ai payé assez cher. Je crois pas qu'il était à 17, hein, je crois qu'il était à plus. Donc ça m'embête un peu. Enfin, question rapport qualité-prix, on est ok. Rapport contenu-prix, moins. Et le deuxième reproche pour Glénat, c'est qu'en fait ils ont sorti le tome 2 et ils ont jamais sorti le 3. En fait, Glénat ils sortent plus rien. Donc je suis un peu énervée parce que je vais lire le 2 et après je suis là, oh, y a quoi? Et j'aime pas du tout acheter un truc en français, un truc en anglais, c'est pas du tout ce que j'aime. Et en plus, les comics anglais, ils sont pas dans de bonne qualité, les papiers et tout, donc c'est un peu chiant. Enfin voilà. Je ne saurais pas quoi vous dire de plus, à part que parfois ça fait quand même flipper. C'est un peu dégueulasse. Donc c'est pour public averti, vraiment. Par rapport à ceci, c'est vraiment les deux extrêmes. Voilà, regardez le dos, c'est trop beau. Il est trop beau. Enfin, franchement... Si ça ne m'intéressait pas, je serais à 2 doigts de l'acheter juste parce qu'il est trop beau et que ça fait vraiment grave bien sur une bibliothèque. Donc je vais maintenant passer aux trucs que j'ai... qui m'ont fait perdre de l'argent, soyons honnêtes. Alors, premièrement, nous avons... La prisonnière du temps de Kate Morton, qui est quand même un PUTIN de pavé. D'ailleurs, je l'ai acheté chez Gibert, il y avait une carte dedans. Alors, que dire ? Donc je l'ai lu, ça parlait de l'Angleterre, des préraphaélites. Ça parlait d'un mix temps de cette époque-là, ça parlait d'un mix de temps de l'époque contemporaine et tout. Donc moi je me suis dit ça va être trop bien, genre Outlander en mieux. J'imaginais vraiment genre soit qu'il allait avoir un voyage dans le temps, soit que il allait avoir une connexion vraiment très importante entre le passé et le présent. Et j'ai lu un truc genre 150 pages à peu près et il se passe que dalle quoi.
honnêtement, j'en ai un peu rien à foutre que la meuf elle a laissé des robes de mariée avec sa pote. Enfin bref, un truc comme ça qui se passait, ça m'a saoulée. Elle est où l'intrigue? Alors, il est vraiment très long, hein. Plus de 500 pages, mais j'ai besoin quand même d'une nourriture intellectuelle. Enfin, en fait, j'ai même pas besoin d'une nourriture intellectuelle, j'ai besoin d'une nourriture imaginaire qui existe un minimum avant les 150 premières pages, quoi. Donc, comme je me suis un peu fait chier, je ne l'ai pas terminé. Voilà, c'était ma déception numéro 1 et apparemment pour une fois, mais mon avis comment dire, va de pair avec les avis que j'ai lus sur Goodreads et Booknote. Donc c'est que je suis pas la seule à trouver ça grave chiant. En plus, si vous me connaissez ou vous me connaissez pas maintenant, vous allez le savoir, je déteste ne pas finir quelque chose. C'est pour ça que je me suis retrouvée à regarder 3 putains de saisons de Riverdale, quoi. Parce que je ne pouvais pas lâcher en plein milieu, c'était pas possible. Donc bon, vraiment, j'étais trop déçue parce que ça partait vraiment d'une idée qui était vraiment l'idée pour moi, quoi. Genre, j'étais faite pour écouter ce truc, enfin pour lire cette chose, vraiment c'était fait pour moi. Et je suis énervée. J'étais un peu, enfin je l'ai lu dans le train. Alors déjà, je me suis tapé 4 heures de Toulouse, enfin de Paris-Toulouse. Je me suis dit 4 heures, tu vas pouvoir lire 200 ou 300 pages, quoi. Ouais, oui. Entre 200 et 300 pages en 4 heures, et en fait ça m'a fait tellement chier que j'ai même pas lu tout, quoi. Enfin genre j'ai lu, fait une pause, j'ai dormi, j'ai relu. Enfin voilà, le machin m'a endormi, ça m'a endormi. Deuxième déception, je vais la mettre en petite photo là ou là, parce que je l'ai déjà revendu, c'était le premier tome de Elden Ring. Alors, expliquons. Le jeu vidéo a été créé en partie avec George R. R. Martin. George R. R. Martin. Donc, techniquement, je me dis, on est bon, quoi. Donc, du coup, ils ont adapté le jeu vidéo en manga. Je ne lis pas de manga. Enfin, j'ai lu des mangas quand j'avais 13 ans, quoi. J'en ai lu 2, peut-être 3. Je crois que moi, je lisais des scans aussi. Enfin, bref. Et du coup, je suis partie du principe que ça allait être bien. Voilà. Plus, bon, je veux dire, le manga, il l'avait à ma librairie, donc je suis allée le chercher. Ils m'ont dit récupérez-le au truc adulte, c'est le truc enfant, donc j'ai pu sortir. Bref, ça commençait déjà mal. Je suis rentrée chez moi, je l'ai ouvert. J'ai eu un épisode, 2 épisodes, et je me suis dit, c'est 8 € là, t'aurais pu t'acheter un poche, quoi. Vraiment, voici la liste de reproches que j'ai à faire à ce manga. Premièrement, le personnage principal et quasiment tous les personnages du manga sont idiots. Ils sont vraiment trop bêtes, quoi. À chaque fois, je suis là, putain, mais quel con, mec. Alors, en fout des baffes à tous. Il y a genre 2 personnages qui ne sont pas idiots, c'est les 2 seules meufs. Je me suis dit, ouais, c'est un peu un condensé de la vraie vie, ça. Ouais. Non, mais franchement, ça qui m'a pas trop plu. Le fait que parfois la narration elle soit vraiment très floue et je me dis on est avant, on est après, on est dans combien de temps là? Enfin ça m'a... J'ai pas trop aimé, c'était vraiment trop compliqué pour moi. Non, c'est pas vraiment trop compliqué, mais vraiment j'ai l'impression de regarder la saison 1 de The Witcher et de me dire alors Gérald et Yennefer ne sont pas dans la même timeline là, on est d'accord? Vraiment j'étais comme ça. Troisième truc qui m'a vraiment saoulée, c'était l'usage et l'abus, parce que vraiment il faut dire ce qui est, de langage jeu vidéo, du genre pourquoi est-ce qu'un personnage dans un livre il a besoin d'XP? Genre vous pouviez pas adapter le roman d'une autre manière, enfin adapter le jeu d'une autre manière. Alors maintenant je suis assez mature dans la lecture pour me rendre compte qu'en fait c'était peut-être tout simplement pas fait pour moi. Peut-être qu'il y a des codes du genre que je ne percute pas en fait, c'est très simple, enfin ça peut arriver hein, je veux dire, c'est peut-être normal que ils sont un peu nus, enfin ils sont un peu nunuches, concon slash pas fut, les personnages, hein, je ne dis pas, c'est peut-être un code, tout comme le fait des sauts dans le temps, des machins, des trucs comme ça, d'accord. Mais enfin voilà, je l'ai revendu sur Momox, il me l'a racheté plus cher que je l'avais acheté.
Enfin, ils m'ont... Oui, c'est ça. Ils me l'ont racheté plus cher que je l'avais acheté de base. Donc, j'étais contente. Ça m'a vraiment... En fait, j'étais énervée, vraiment. Je me suis dit... Alors, autant, genre, Kate Morton, la prisonnière du temps, ça m'a énervée parce que je savais que c'était trop fait pour moi. Vraiment, le résumé m'intéressait de ouf. Donc, je disais, autant ça m'avait saoulée, mais ce qui m'a saoulée vraiment avec Elden Rings, c'est que... en fait, j'ai rien... Enfin, c'était pas... Je voulais pas tenter parce que je sais que les mangas ça me plaît pas trop de base et je l'ai tenté quand même et ça va pas marcher donc je me suis dit tu le savais pourquoi tu l'as fait. Voilà, je suis obligée de parler très vite parce que j'ai plus de batterie. Maintenant je dirais juste encore que à bientôt. Laters Gators et merci d'avoir regardé, abonnez-vous, likez, ne le likez pas si vous avez pas aimé parce que c'est mieux que des pouces en bas. On peut faire des pouces en bas encore en 2023. Et voilà, bonnes vacances à vous si vous partez bientôt. J'espère vous retrouver au cours de l'été quand même parce que ce serait bien que je me mâle le cul de filmer. Voilà, bisous, Laters Gators.